Retour dans cette émission pour le dernier virage de l'autre journal, numéro 72. Et Nicolas, vous avez suivi avec nous toute la semaine dernière. D'ailleurs, c'est récurrent aujourd'hui. On voit un père qui s'est immolé avec deux enfants dans sa chambre, une jeune fille à Guénékouka qui s'est pendue. Oui, 3 jours après, oui, un jeune garçon aussi, à Bassa, qui s'est pendu. L'autre jour, c'est arrivé une jeune fille avec son enfant de 3 ans, et voilà, qu'elle a laissé sous l'arbre. Sous l'arbre, l'enfant traumatisé en train de voir cette scène-là. Ouais. Voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En fait, les cas de suicide ont pris de l'ampleur depuis l'année passée. Mais on n'a pas pris à bras le corps la situation, ou bien, bon, nous étant journalistes, nous avons quand même parlé de ça, nous avons invité les uns et les autres à plus de vigilance et autres, mais à voir l'ampleur que prend ce phénomène, que j'appelle aujourd'hui phénomène de suicide, et moi je mets les choses dans plusieurs paramètres. Sur le plan société, et je me dis aujourd'hui que beaucoup de parents ont abdiqué sur le plan éducationnel. Ce qui fait que les enfants, en grandissant, sont confrontés à beaucoup de problèmes. Et confrontés à beaucoup de problèmes, à qui se confier pour avoir de sages conseils? Les enfants n'en ont pas. Et les enfants ont évolué, entre guillemets, dans la rue. C'est qu'ils ont appris ce que des proches. Par exemple, je prends le cas d'un jeune homme qui s'est suicidé à Guérénkouka, pas la fille. Qu'est-ce qui s'est passé avec le jeune homme? Le jeune homme a dit à son papa de l'inscrire dans une école privée. Il faisait la 4e. Le papa dit qu'il n'a pas l'argent pour l'inscrire dans l'école privée et qu'il va aller à l'école publique. Du refus de papa, l'enfant allait se suicider. Vous comprenez que si l'enfant avait un bon interlocuteur, il pouvait avoir un bon conseil. Du moins, le papa pouvait quand même lui dire, ou bien l'appeler un matin, mon fils, tu sais, vu ma situation, tu vois, il y a ceci, il y a cela. C'est pourquoi je dis que, sur le plan éducation, les parents ont abandonné. Regarde la fille de arriver avec un enfant. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais à voir les choses, une fille avec enfant, elle n'est pas mariée. Est-ce qu'elle se dit qu'elle ne peut pas nourrir l'enfant? Est-ce qu'elle a eu un autre problème? Si elle avait maintenant quelqu'un pour se confier et elle avait eu de bons conseils, est-ce qu'elle allait se suicider? Non. Donc c'est pourquoi moi je dis aujourd'hui qu'il y a d'abord l'abandon au niveau des parents, et aussi la famille n'existe plus comme avant. Parce qu'elle pouvait aller, ou bien la victime pouvait aller se confier à un oncle, à une tante et autres. Mais quand tu vas et que les tantes c'est des moqueries et autres, l'enfant préfère aller se suicider. Et tenez-vous bien, ceux qui se suicident ne sont pas des gens âgés, c'est des jeunes. En majorité, c'est des jeunes. C'est un aspect. L'autre aspect aussi, c'est que nous sommes en Afrique. Au de quoi spirituellement, ça je parle maintenant de métaphysique. Ou à même un nouveau doméa, c'est-à-dire que il y a un fait où on fouille des cavoucous. Bon, les Français ne veulent plus comprendre ça. Ça, c'est devenu plus africain. Vous comprenez? Et ça aussi peut arriver. Mais dans ça, il faut quand même que les gens puissent avoir ce côté famille d'abord. Maintenant, si on prend le cas de la situation du Togo, la paupérisation dans laquelle les gens vivent peut amener aussi les gens à se suicider. Pourquoi? Tu as un enfant que tu n'arrives pas à supporter. Tu pars ici, pas d'emploi. Tu trouves ici, tu ne trouves pas à manger. Pourquoi les jeunes filles là laissent chaque fois les bébés après avoir enceinté ou autre? Parce qu'il n'y a pas de moyens. Si le Togo, il y avait une situation ou de chômage, ou bien une situation économique élevée, que les gens trouvent quand même de l'emploi et que on peut nourrir sa femme, on peut nourrir son enfant, je ne pense pas que le taux de suicide peut être élevé comme cela est de nos jours. Je ne dis pas que
dans les pays où il y a l'employabilité à un certain niveau, qu'il n'y a pas de suicide, non. Mais la fréquence des faits aujourd'hui nous amène à donner toutes les précisions. Donc, d'abord, moi j'appelle aujourd'hui les parents à être plus proches de leurs enfants, surtout quand les enfants grandissent. Et aussi, j'appelle les membres de la famille à ne pas chaque fois invectiver les enfants d'une manière la plus méchante ou la plus drôle qui peut amener les enfants à commettre l'irréparable. Et aussi au niveau de nos autorités. Par exemple, quand nous prenons la caisse, la caisse nationale sociale ou bien quelque chose comme ça, le ministère, il y a le côté social là, l'action sociale. Les actions sont envoyées vers qui lorsqu'on a les financements? La corruption prend une grande partie et on va faire un oyo quelque part pour filmer et puis on dit qu'on est en train de faire l'action sociale. L'action sociale doit atteindre les couches vulnérables là qui se disent nous sommes comme ça, mais les gens nous prennent en compte pour diminuer ce taux de suicide, surtout des jeunes là. Si vous mettez un jeune dans les meilleures conditions, je ne pense pas que le jeune il va passer par la tête de ce jeune-là, de se suicider. Le côté spirituel et métaphysique de la chose, c'est un autre cas qui peut aussi arriver. Mais dans tout ça, il faut qu'il y ait une certaine cohésion sociale, amener les enfants à être plus proches des parents et créer plus d'employabilité pour que les gens ne puissent pas passer pour aller au suicide. Merci beaucoup Nicolas. Et Ambroise, qu'est-ce qui peut... Bon, Nicolas parlait tout à l'heure de la situation économique du Togo. Est-ce que cela peut amener les gens à se donner la mort? Oui, le volet économique et social est l'un des facteurs qui amène à ces genres de fléaux. Ça devient un fléau, parce que quand ça part ici, on entend là-bas, ça devient un fléau. Presque toutes les semaines, on entend parler de ça. Moi, je prends ça en 3 facteurs. L'un des facteurs, c'est le volet social et économique. Vous savez, actuellement, les Togolais sont dans une grande misère. Je l'ai dit tantôt que ceux-là qui demandent 500 000 francs par jour, j'ai rencontré, un ami qui a une entreprise me disait la dernière fois, le nombre de personnes qui l'appellent dans la semaine a doublé, voire triplé. C'est là où il me comprend. Chaque fois quand je dis les Togolais sont dans la pauvreté, ils sont mieux même ils sont pire dans la misère. Le nombre de personnes qui appelaient a augmenté, triplé, ça veut dire que le nombre d'indigents se multiplie. Bon. À quoi cela est dû? Cela est dû à une mauvaise gouvernance et à la mauvaise répartition des richesses que nous avons dans notre pays. Tenant compte même des dirigeants que nous avons. Il y a un volet politique et institutionnel. L'État a démissionné au niveau de la morale. Il a soulevé. Quand on parle de morale, c'est l'éducation. Au plan étatique même. L'éducation parentale, ça existe. Mais c'est l'éducation institutionnelle et politique qui soutient les enfants jusqu'à arriver à un certain niveau. Quand vous allez au Rwanda, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Insulter des gens dans la rue. Quand on voit, même dans certains villages, ça aussi, ça tend à disparaître. Quand tu vois chez moi à Michintové, il faut le fond. Togui, le fond. C'est comme ça chez nous. Mais ça aussi, ça tend à disparaître un peu. Dans les années 90, quand j'y vais souvent en vacances, j'ai toujours relevé ça. Même aujourd'hui, ceux-là qui ont la tranche d'âge plus de 25 ans, ils maintiennent le cap là. Mais ceux qui ont moins de 25 ans, la donne a changé. C'est l'impolitesse caractérisée. Pas forcément chez moi. Quand vous allez au niveau d'Aïde Gomé, les enfants... C'est partout. C'est partout. Ils ont le truc là. Quand tu es sur moto, tu es dans ton véhicule, tu klaxonnes, tu ne regardes même pas. Et quand tu lui dis, c'est lui-même qui va se transformer, qui va maintenant s'interposer. Oui. Donc ce volet moral manque à la société au niveau de l'éducation. C'est comme si l'État a failli, l'État a démissionné au niveau de l'éducation moraliste, qui doivent reformater les enfants. Ils disaient les parents ont démissionné. Ça, c'est une vérité indéniable. Mais les parents ont démissionné par la force de quoi? Le parent n'a plus le moyen qu'il avait. Le parent a perdu son emploi. Parce qu'entre-temps, on a renvoyé des gens. Avec ce Covid-là, beaucoup de télés sont restés à la maison. Le parent qui n'arrive pas à supporter l'enfant, l'argent, le popote, et le quotidien de la jeune fille. La jeune fille est exposée.
Et là, elle a dit, si la maman ne fait rien de concret, c'est fini. Pire même, c'est cette maman-là qui va l'envoyer même dans la rue. Maintenant, le volet spirituel, qui est le troisième volet, le troisième aspect ou facteur qui est à l'origine de ce comportement. Et ce volet spirituel a un niveau très élevé, au niveau même du sommet de l'État. On cherche à conserver le pouvoir par des gris-gris, par des pratiques occultes, par des comportements qui ne se voient pas, hein, Bien sûr. mais qui sont révélés par des gens, par des moindres qui se passent. Vous allez voir les gens mourir dans telle institution. Je ne vais pas citer d'institution. Et ce ne sont pas des choses qui sont anodines. C'est des choses qui sont révélateurs d'un problème spirituel qui est là au niveau du sommet. La conservation du pouvoir à tout prix est passée par là. Dans tous les sphères de décision, dans tous les sphères institutionnels de notre pays. Qu'il soit directeur central, qu'il soit directeur de telle société, il fait tout pour conserver son poste. Même les gens arrivés à terme à la retraite refusent de partir. Vous allez voir comment, quand les premiers ministres quittent la primature, le désenvoûtement qu'on fait là-bas avant que l'autre premier ministre arrive, vous avez vu appris ça? Oui, bien C'est sûr. des choses qui se passent. Comment on peut comprendre ça? On vous dira que nous sommes en Afrique. D'accord, on est en Afrique. Mais les pères fondateurs de cette république, ou certaines idéologies christianistes, ou qu'ils soient de toute obédience, ont quand même montré la bonne voie. Quand vous allez en Tanzanie, quand vous allez même au Burundi, les États se construisent toujours sur un Dieu, il y a une référence spirituelle. Quelle est la nôtre? On vous dira que nous célébrons toujours Dieu avec, comment on l'appelle, ce qu'ils font chaque année au niveau du terrain là. La de reconnaissance à Dieu. Tout ça c'est bien. Mais quand ils retournent dans leurs officines, c'est les pratiques occultes pour conserver leur poste. Que ce soit au niveau du sommet de l'État jusqu'à descendre dans les différentes ramifications. On nous dira que nous sommes en Afrique. Mais je leur dis que ces pratiques n'emmènent pas toujours loin. C'est des pratiques qui vous avilissent, qui vous anéantissent et qui, au-delà de vous-même, anéantissent votre génération jusqu'à la 4e. Parce que la Bible est claire. La Bible, c'est le livre d'histoire le plus populaire au monde. C'est le livre d'histoire le plus riche au monde. C'est le livre que Jacques Gutenberg a fabriqué dans son imprimerie qu'il a inventé. Ce qui veut dire que ça a tout son sens. Quand vous allez dans les grands textes araméens et grecs, vous allez comprendre que ce que les Égyptiens faisaient par le passé, tout cela se retrouve dans la Bible. Mais sauf que, tu m'excuses un peu d'être un peu religieux, quand Jésus-Christ est arrivé, on l'a dit, ça fait 2000 ans, plus de 2000 ans, Jésus-Christ est arrivé avec ses préceptes, qu'il a déjà accompli tout ce que les Abraham, les Moïse faisaient. On immolait les boucs qui prenaient une direction avec la fumée vers Dieu. On ne prenait pas n'importe quel mouton, n'importe quel cabri pour égorger. Ça doit faire 1 an, ça ne doit pas être boiteux. Les préceptes étaient respectés. Ici, aujourd'hui, on a tordu le cou à tout ça là. Comment voulez-vous être protégé par celui qui a créé cette nature? Pour vous dire que tous ces comportements-là peuvent agir sur la vie même de la nation. Je vous dis la vérité. Quand vous allez poser la question à un spiritualiste, il vous dira ça. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui ont des conséquences dans notre pays. Pour pouvoir gagner pour leur vendre, pour leur propre intérêt, les autres peuvent mourir. C'est un sacrifice que les gens font pour conserver ce qu'il y a à conserver. Donc, c'est les 3 facteurs-là qui sont à l'origine. Mais il va falloir aller à une éducation à haute dose. Parce que il va falloir une grande sensibilisation. Ça n'a pas commencé par l'année passée. Ça fait 3 ans, un douanier s'est suicidé à Dido Goma, on est là-bas. Ouais. On l'a retrouvé, ça fait 3 jours que les voisins ne commencent pas à sentir. Quel a été le problème? Peut-être il a un problème d'abord conjugal. Sa femme n'est plus avec lui. Il semble que la femme l'a quitté. Il a des enfants et il n'a plus d'argent. C'est l'argent qui se trouve au plan économique et social, le nerf même, l'origine directe des suicides. Laissez les cas de violence contre femmes, les cas de violence contre hommes. On parle souvent des femmes, mais les femmes aussi en font contre les hommes. La preuve, ce militaire qui a été totalement enfantée. Oui. Pour vous dire que le phénomène est grandissant. Mais je vous dis aussi autre chose. Toute société qui se veut grandissante, toute société où la démographie est galopante, ces genres de comportements s'observent. Le Japon est le premier pays
où les cas de suicide sont plus nombreux que tous les pays au monde. Mais le Japon vit. Mais la mentalité qui les a conduits à aller dans ce terrain, nous, on ne doit pas aller sur ce terrain-là. Quand tu te tues toi-même, tu ne verras jamais la porte du paradis. C'est ce que le décalogue nous a appris. Tu ne verras jamais parce que tu t'es tué. Tu dois rendre compte à celui qui t'a créé. Moi, je t'ai créé, pas pour te suicider, mais pour vivre. Mais tu te dis que ma vie, là où ça s'arrête, là, c'est fini. D'abord, on va te demander des comptes parce que tu t'es tué toi-même et après tu as tué quelqu'un. Ça fait 2 comptes. Mais tu ne verras jamais les portes du paradis. Si les gens arrivent à entendre ça, ça ne peut jamais nous conduire à la fatalité. D'ailleurs, se faire suicider. Je peux comprendre la jeune dame qui a laissé ça. J'étais ému. Quand j'ai vu le petit sous l'arbre, le petit se dit qu'est-ce qui se passe? Oui. Il est dans le désarroi. À peine 3 ans. Et j'ai failli pleurer. Je vous dis ce que je vous dis ici. Surtout que moi j'aime tellement les enfants. J'ai failli pleurer. Je me mets à la place de cet enfant-là. Il ne sait même pas ce qui arrive à sa maman. Oui. La maman a pendu à l'air. Oui. Regardez la maman ne réagit pas. Et l'enfant s'est recroquevillé avec un effroi sous l'arbre. Ça veut dire que l'enfant a senti de par son cordon ombilical qu'il y a un phénomène qui s'est produit. Et qui comprendra peut-être 15 ans après. Vous voyez ça? Qu'est-ce qui a pu se passer? On peut accuser la jeune dame là. Mais quand on remonte peut-être à des faits, si elle n'a jamais laissé des écrits, peut-être c'est un problème avec son mari. Peut-être il a été rejeté par le mari. Et au lieu que la famille l'accueille, la famille aussi l'a rejeté. Il y a plein de choses, plein d'éléments qui peuvent rentrer dans ça. C'est vrai, on peut accuser la personne d'être fatale. Mais quand vous rentrez dans le fond, ce n'est pas la mort qui est la solution. Disons-nous la vérité que la mort ne peut jamais être la solution de nos problèmes. La mort ne peut jamais être la solution. La mort complète plus la solution et nous amène à l'abîme. La solution, c'est de prendre beaucoup d'eau, s'asseoir dans sa chambre, confier son problème à quelqu'un à qui on a confiance et se sortir d'affaires. Tout le monde a des problèmes. Chaque famille, dans ta famille a diglé. Chaque famille a son histoire. Bien sûr, bien sûr. C'est pas tout le monde qui est dans ta famille qui t'aime. C'est clair. Et tu sais, toi-même tu le sais. Bien sûr. Toi aussi, il y a des gens dans ta famille que toi tu n'aimes, tu ne portes pas dans ton cœur. Parce que c'est des gens qui sont méchants. Ouais. C'est dans ma famille aussi, c'est dans ta famille. Ouais. Mais quand on fait ça, il faut tout faire pour faire la paix autour de soi. Ouais. Si quelqu'un ne te veut pas, fais tout pour lui dire bonjour, comment ça va. Tout ce qui le raconte toi ne va jamais t'arriver. C'est ce que j'ai appris positivement avec la Bible. Il faut toujours faire la paix, il faut toujours aimer les gens. Quand tu aimes les gens, tu es tranquille. La personne a beau avoir des idées contre toi. Tu es dans ta chambre, tu n'as rien fait à personne. On t'affirme de tous les noms. Même ce que tu portes, tu déambules, on dit qu'il a encore trouvé parti. Tu n'as rien dit à cette personne-là. C'est comme ça le monde des humains. Et nous devons apprendre à supporter ça. Et ça s'empire de jour en jour. Que l'éducation morale vienne des politiques du sommet pour que ça agisse. Quand je voyais les jeunes de 18 ans, 17 ans, 16 ans, lycée technique, lycée moderne, quand je les vois déambuler, qu'est-ce que ces gens-là vont devenir? Et ça va conduire à d'autres suicides. C'est la question que je me suis posée. Parce qu'eux, ils n'auront pas la chance d'avoir des terrains, comme nous on en a trouvé aujourd'hui. Même il y en a de notre génération qui n'en ont pas trouvé parce que les problèmes de tribunal sont là. Les gens n'ont pas trouvé l'argent pour acheter des terrains. Il y en a qui n'ont pas trouvé d'emploi. Ces jeunes-là, ils vont trouver l'emploi où? On parle d'entrepreneuriat. C'est du siphonnage. C'est du verbiage. Quand on a pris le volet Promonade, c'est bien ça, c'est une initiative qui est à saluer. Mais est-ce que Promonade ne peut pas être institutionnalisé pour recruter tous ces gens-là qui ont été pris? Beaucoup sont les sauts carreaux aujourd'hui. Finalement, c'est un projet qui n'est pas viable. Quand un projet n'est pas viable, on laisse tomber. Parce que les mêmes personnes qui sont recrutées aujourd'hui vont tomber encore dans le même travers. Et ça sera les 5 ans de fonction. Dans 5 ans, les gens, parmi ces gens-là, il y aura des gens qui vont se suicider. Donc, je me dis qu'on a du pain sur la planche. Si nos gouvernants n'ont plus de projet de société à vendre aux Togolais, ils n'ont qu'à quitter le plancher pour que quelqu'un d'autre vienne faire. Ils ne sont pas obligés de rester là-bas. Personne ne va tuer personne. Quand Fond Nassingé va dire je laisse le pouvoir, il n'est que parti. Il y a un autre Togolais qui viendra gouverner. Et ce Togolais-là aussi aura sa famille, ses amis qui aussi vont gagner. Créer une classe moyenne. Comme Lula da Silva l'a fait au Brésil avec 40% des Brésiliens. Il a créé une classe moyenne. Et c'est ce fou-là qui est arrivé, qui a tout détruit. Et j'ai regretté même qu'il ait pu laisser la gouvernance à cette dame-là qui n'est pas arrivée à la hauteur de ce qu'il devait faire. Vous voyez que Lula est aujourd'hui coaché. Quand vous faites bien, les gens vous coachent.
quand vous ne le faites pas bien, les gens cherchent même à vous noyer dans la mer pour que vous ne reveniez plus jamais encore déranger l'esprit des gens. Parce que ce qu'il y a aujourd'hui dans notre pays, ils font du surplace. Ils n'ont plus de projet. Ils sont fatigués. Chez nous, on dit « Amé Akpo, Abé Yéné ». Ils sont fatigués. Il parlait de Togocom. Ça, c'est l'autre scandale de la République. Bien sûr. Comment, même si on accuse à faux de tout, Atia te dit, Togocel était le miroir du Togo. C'était la société qui était l'exemple même du renflouement des caisses de l'État. Maintenant, ils ont voulu encore piller. Ils sont allés vendre ça à des gens qui ont fait une société écran. Ils sont derrière, ils prennent la même chose, mais ils nous disent que c'est des étrangers. Nous ne sommes pas des cons. Moi, je ne suis pas un con. Et ils font le 10% de ce que Atia dit à faux faisait. Vous voyez ça? Et vous allez dire, vous voyez que dans ce parti-là, ils se dévorent. Les clans là, le clan minoritaire là, eux-mêmes ils se dévorent. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici en antenne. Le cas du ministre Ayouada, qui a donné, comment on appelle, le code à grimper. Ce n'est pas un seul établissement que Ayouada a donné ça. Ayouada, c'est un avocat, c'est un jeune enseignant-chercheur qui est venu d'Europe, qui a été nommé ministre. Moi, personnellement, je lui dis que c'est l'envie qui a commencé comme ça dans ce parti-là. Ils sont comme ça. Ils se dévorent pour que c'est lui, il fait trop bien. Ils aiment les médiocres. Ils n'aiment pas les bons, je vous le dis. Et Ayouada il n'a pas seulement donné une seule corde à une seule école. Il a donné à plus de 15 établissements, selon mes informations. Il est en train de faire construire des forages. C'est ce qu'il a aussi voulu faire à Tapamé, dans sa zone. Forage pour 2 villages. Et c'est dans tout Tapamé qu'il a donné. Il a donné des jets de maillots et de tout ça, des ballons. Dans tous ces établissements-là. Maintenant, celui qui veut écrire, il est venu écrire qu'il a donné une seule corde. Vous pensez que c'est lui qui est derrière? Il y a un autre qui est derrière. Parce que lui, il fait mieux. Moi, je n'ai rien contre qui que ce soit dans ce gouvernement. Mais je me dis que de par l'Assemblée nationale qu'on a aujourd'hui, qui est illégitime, qui a des gens qui sont nommés, qui fabriquent des lois scélérates et uniques, ce gouvernement ne fout rien. Son malheur, c'est de se retrouver dans un gouvernement qui fait du surplace. Maintenant, quand tu veux innover un peu, tu es mal vu. Dans ce même groupe-là. Lui, je ne sais pas s'il a fait, il ne peut jamais faire cette lecture. Mais c'est ce que de loin, moi, j'ai fait de cette lecture. Il est venu, il a fait combien de temps? Les gens, on veut le dévorer. Parce que quand la personne veut présenter le communiqué du Conseil des ministres, est-ce qu'il y a... Kaflan, chez nous on dit Kaflan. Est-ce qu'il y a mieux que ce monsieur? Pas le passé. Non, je vous dis honnêtement. Moi, je suis dans la communication. Est-ce qu'il y a mieux? Je ne dis pas que les autres ne font pas bien. Mais communiquer, c'est l'éloquence. C'est l'intonation. C'est la prononciation. C'est la présentabilité. C'est le ton. C'est la prestance. C'est le vivant. Ça, c'est communiquer. Le monsieur, il répond à ça. Je suis désolé. Peut-être ça gêne les gens ailleurs. Fongnas Singbe n'a pas fait l'erreur. Seulement à lui, je lui dis de ne pas être comme les autres ont fait. Non. S'embourber. Non, il va s'embourber. Là-bas, quand tu es là-bas. Quand le système est pétiste, quand tu es là-bas, tu ne peux pas faire autrement. Parce que tu moi, j'ai dit le jour où on me nomme ministre. Tu n'es pas au-dessus du lot. Si ils vont une fois me nommer ministre dans ce pays. Quand ça ne marche pas, Nicolas l'a dit, je prends mes bagages, je plie. Ça, c'est clair. Ma conviction, si c'est diamétralement opposé à ce qui se comporte dans ce milieu-là, je quitte tranquillement. Comme mon ami Nicolas Hulot l'a fait en France. Je sais que nous ne sommes pas en France, où la démission n'est pas de notre culture. Mais les gens peuvent démissionner. Ayouada, à ce niveau-là, déjà peut avoir cette culture-là. Donc, c'est juste un exemple pour vous dire que nous sommes dans un pays où les choses ne sont pas aussi ce qu'on pense. Il y en a qui aiment la médiocrité parce qu'eux-mêmes ils sont médiocres. Celui qui vient faire un peu l'excellence, on le voit de mauvais oeil parce qu'il viendra relever les tares de ce qui se passe de l'autre côté. Pour te prêter un peu la parole, comme peut encore dire que c'est Ayouada qui t'a payé pour dire tout ça là ici. Oui, ça aussi c'est le Togo. Je ne le connais pas. C'est vrai, Ayouada. Tu sais, moi j'aime apprécier les gens à leur juste valeur. C'est-à-dire que chez nous on dit non, il est bon. Au même titre que moi.
Non, Trimois n'est pas bon. Non, attends. Non, Trimois, c'est... Laissez les mensonges de Trimois. C'est quelqu'un qui, Attends là, chaque fois, met de l'huile sur le feu. Non. C'est un professeur monsieur de droit, qui ne peut il est que mettre le feu dans... Non, Je non. vous dis que Trimois est bon. Mettre le feu, ça c'est politique. Je prends Trimois au même titre qu'Aïwadan, qui sait défendre ce qu'il faut défendre. Mais j'ai toujours dit, il ne faut pas défendre ce qui est indéfendable. On vous dira que c'est la politique, mais ça nuit à la compétence et à la carrure de la personne. C'est ce que j'essaie de relever. Le monsieur là, il n'est pas bon. Donc, juste le cas Aïwadan avec cet incident-là, c'est ce que j'ai voulu. Et ils vont même le décourager, il ne va plus vouloir le faire. Bon. Maintenant, pour conclure, pour ma part, sur le dossier suicide et autres, je crois qu'il faut faire un travail. En milieu traditionnel, je ne suis pas traditionnaliste, je ne suis pas spiritiste, encore je ne suis pas du milieu de la région traditionnelle. Je suis né dans ces milieux, mais j'ai pris une autre ascension, je suis dans une autre dimension. Moi, je suis chrétien aujourd'hui. Mais ça se passe, il faut prier. Ceux-là qui vont prier, ils n'ont qu'à prier. Que cette prière-là soit commandée depuis le haut sommet de l'État. Parce que Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Vous ne pouvez pas aller adorer le diable et en plus revenir devant Marie ou devant Jésus pour dire quoi que ce soit. Dieu ne vous regarde pas. Donc, qu'ils en fassent un travail sérieux pour savoir ce qui se passe dans le pays. Si c'est la gouvernance politique qui pose problème, je sais que quand ils vont entendre ça, ils vont parler ça de revers. Parce que leur problème, eux, ils doivent toujours être au pouvoir à vie. Il y en a même qui sont prêts à se momifier, à être au pouvoir, comme les pharaons. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, on serait sorti de l'auberge quand une prise de conscience gagnerait nos dirigeants dans ce pays. Et que les suicides finissent par cette prise de conscience-là. Que si ça arrive, c'est pas notre faute. Parce que je ne suis pas au pouvoir, je ne gouverne pas. Si au moins on t'a laissé la chance, toi, de gouverner, tu verrais mieux quelle solution trouver à ce problème-là. Eux, tranquillement, ils dorment dans leur champagne, ils prennent les avions, ils vont, ils reviennent. Ceux qui meurent, ce n'est pas leur problème. Est-ce qu'ils réfléchissent à cela à un haut niveau pour savoir ce qui se passe? C'est maintenant qu'ils vont sortir les militaires, ils vont sortir les policiers pour aller même dire que c'est quelqu'un. Il s'agit que pour créer encore d'autres problèmes de société. C'est le Togo dans lequel nous vivons. Vous voyez comment ils prennent les gens en cascade. Ils enferment les gens pour leur opinion. Je n'ai jamais vu ça si ce n'est en Chine. Même en Russie, relativement. À part ça, où est-ce qu'on peut aller prendre un politicien, quelqu'un qui a un parti politique dans un pays, pour son opinion? Il n'a pas pris les armes, il n'a pas tué, il n'a pas volé. On le prend, on l'enferme. Nous sommes encore en démocratie, ça? Pour finir, je dis que Marx, Karl, il dit, ne comptez jamais sur les élections dans une dictature. Les élections sont organisées dans une démocratie. Si ce n'est pas une démocratie, prenez la voie de la révolution. J'en ai fini. Merci beaucoup, Antoine. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Nicolas, un mot pour conclure. Je le dis et je l'ai toujours dit. Il faut que ceux qui prétendent gouverner ce pays prennent de la hauteur pour le bien de cette population. Parce que les richesses, les Togolais en ont. Il faut une répartition équitable de ces ressources-là. Il faut un découpage électoral équitable pour que les choses puissent rentrer dans les normes. Sans cela, on amène toujours la population dans la paupérisation. Et c'est ce qui est mauvais. Car une population qui vit dans le silence est dangereuse. Merci beaucoup, Nicolas. Je rappelle que vous êtes directeur de l'agence de service de presse Afrique Monde. aspamnews.com. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Ambroise, vous êtes le directeur de publication du journal Le Guardian, un journal qui fait aussi dans l'investigation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir pour moi d'être avec Nicolas. Et merci surtout aux techniciens qui nous ont servi. Merci à tout le monde. Merci aux techniciens qui sont derrière la caméra, Marc Azumba et Ari Massapor. Merci tout le monde. Rendez-vous semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye bye.